Bonjour et bienvenue dans Qui fait la culture, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la culture au quotidien, qui sont en contact avec des œuvres, des publics, des projets, des pratiques artistiques. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous accueillons Niario, chanteuse, auteure-compositrice et réalisatrice d'origine guinéenne. Niario nous parle de son expérience de l'identité et de la force que lui a donnée l'écriture et la découverte de sa voix. Cette voix est aussi riche que ses projets qui mêlent mode, musique et patrimoine artistique de son pays d'origine. Merci beaucoup pour cet échange, je suis super contente de te retrouver. Il y a beaucoup de sujets à aborder avec toi parce qu'il y a beaucoup de pôles qui te définissent. Et moi, je voulais commencer en revenant sur quelque chose que tu m'as dit, qui était de ce travail de recoller les morceaux, donc qui était vraiment propre, de se dire que tu ressentais une sorte de... Alors, tu m'as parlé d'un tiraillement vis-à-vis de l'identité. Donc voilà, j'aurais aimé que tu reviennes un peu sur ça et que... tu nous en dises un peu plus et peut-être de nous parler de la musique vis-à-vis de ce sujet-là. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, par rapport au tiraillement, c'est vrai que c'est un mot un peu difficile. Je dirais plutôt que j'avais du mal à trouver ma place. Donc, moi, j'ai grandi en tant qu'enfant de personnes immigrées qui venaient de la Guinée. En grandissant à la maison, donc il y a la cellule familiale. Quand on est enfant, on est dans notre cellule familiale qui était très empreinte de la culture guinéenne. Et ensuite, il y a le monde extérieur où c'est la culture française, etc. Et j'ai grandi dans un lieu où il n'y avait pas beaucoup d'autres nationalités, on va dire. Donc cette expérience d'enfant d'immigré, c'était vraiment un truc propre à moi et je pouvais pas trop la partager avec d'autres enfants. Et donc c'était une expérience assez solitaire. Après, j'avais mes sœurs, j'avais ma famille, etc. Donc on pouvait en parler. Mais ça restait quelque chose que je vivais au final seule ou dans ma cellule familiale. Et donc je me suis rendu compte que enfant, pour moi, c'était juste des expériences différentes qui étaient mises au même plan. Et plus on grandit, plus on fait face au monde et on se rend compte que, par exemple, ma culture guinéenne, elle n'est pas connue des autres, qu'il y a du coup une distance qui se fait parce qu'il y a des incompréhensions, des choses qu'on peut vivre au quotidien. Et je me rendais compte que je pouvais pas forcément parler de cette expérience et tout. Donc à l'école, j'avais cet accès à la culture française, etc. Mais je me rendais compte que sur le côté guinéen, à part la transmission par ma famille, et au final qui se fait dans les mariages, les baptêmes, parce que c'est là où on se retrouve en communauté, j'avais un accès, j'allais souvent en Guinée. Mais à part ça, l'histoire... je la connaissais pas, il y a plein de choses que je ne connaissais pas et qui au final participent quand même à sa construction identitaire. Et en même temps, face au monde, je reste une enfant noire et je vivais des expériences aussi de micro-racisme. Et à l'époque, on n'en parlait pas, il n'y avait pas de terme vraiment par rapport à ça. Donc, en tant qu'enfant qui grandit en France, on n'identifie pas en fait toutes ces choses-là. Donc, il y a un mal-être qui se crée. Et puis, il y a une distance qui se crée avec ma famille parce qu'au final, ils ne comprennent pas mon expérience en tant qu'enfant d'immigré en France. Parce que pour eux, t'es français. Et les autres aussi ne comprenaient pas en fait mon expérience en tant qu'enfant immigré. C'est de là où naît ce mal-être, où naît ce tiraillement. Et moi, ce qui m'a aidée, vers l'adolescence, on arrive au début de Twitter, des réseaux sociaux, etc. Donc là, on peut commencer à connecter à d'autres personnes qui ont une expérience similaire. Et là, il y a des débats qui commencent à être faits, des dialogues qui commencent à être faits. Et on a accès à certaines choses, à certains termes qu'on ne connaissait pas. Et puis, on peut mettre des mots sur ce qu'on vit. Et là, on se rend compte que c'est plus une expérience solitaire, c'est une expérience commune à plein de personnes. Donc là, ça a été le début de quelque chose.
j'ai vachement écrit, parce que je pense que voilà, ça permet de garder son jardin secret, mais en même temps, l'écriture, ça m'a permis de vraiment voir ce qu'il y avait au fond de moi, en fait. Et je me rappelle, à l'école, on avait appris, on avait parlé de l'écriture automatique et tout, et puis j'ai essayé de faire cet exercice, et je voyais ce qui ressortait de mon inconscient. Et c'est là où on fait des constats. Et de l'écriture, un jour, j'ai mis un texte en chanson, et je me suis dit, voilà, c'est comme ça qu'on écrit de la musique. À cette période aussi, j'allais aux États-Unis en tant qu'adulte, parce que j'y allais aussi enfant, parce que j'ai de la famille là-bas. Enfin, en tant qu'adulte, en tant que pré-adulte. Et là aussi, on voit que l'expérience noire, elle est différente. Elle se vit différemment. Et donc, là-bas, la manière dont je m'habillais ou ce à quoi je ressemblais, c'était... on venait me voir, on disait « Ah, c'est super ce que tu fais ». À ce moment-là, j'avais mes cheveux afro, donc des choses qui étaient mal vues à Paris étaient louées ailleurs, et donc ça m'a fait voir autre chose. Et c'est de là que c'est parti. Aux États-Unis, à New York surtout, il y a une grosse communauté créative, et donc on voyait des jeunes qui faisaient déjà de la musique, et c'est là où j'ai commencé à chanter pour les premières fois. On me disait « Ah, t'as une belle voix » et tout. Donc quand je suis revenue, déjà j'avais vu la scène underground là-bas, où c'est des gens qui organisent des événements pluridisciplinaires. Donc j'ai voulu faire la même chose, qu'on se retrouve entre jeunes, qu'on puisse créer ensemble et créer du lien, parce que c'est ce qui est important, et pouvoir dialoguer. Et là, je me suis rendu compte que vraiment l'art me permettait de m'exprimer, de partager des choses, et de mieux me connaître. Donc, voilà. Et tout ça quand même en autodidacte, en fait, parce que tu t'es formée toi-même. Voilà, comment ça s'est passé Parce que c'est venu de toi, en fait. C'est comme s'il y avait cette force qui t'avait poussé à écrire, tu vois, de refaire des exercices, d'écrire, de chanter. C'est vrai que je me rends compte que depuis que je suis petite, j'observe beaucoup. Et aussi, mon expérience m'a permis de devoir m'adapter à plein d'environnements. Et donc, j'ai vu plein de choses, que ce soit... Et je pense que la musique, c'est ce qui représente le plus ce melting pot. Parce que j'avais la musique guinéenne à la maison. Mais en même temps, mon père, il était vraiment ouvert musicalement. Donc, c'est là où on a eu accès... à tout ce qui est afro-américain, rap, R&B, etc. Mais on a aussi retrouvé des CD d'ACDC. Donc il y avait du zouk, il y avait plein de musiques différentes, et puis il y avait la variété française. Et aussi, quand j'allais à l'école, mes amis, ils écoutaient de la pop rock, aussi de la variété, etc. Donc au final, j'ai vraiment pu m'imprégner de plein de styles. Aussi, en grandissant, voilà, nous, avec mes sœurs, on faisait des petits groupes de musique, on chantait beaucoup, etc. Déjà, je savais que j'aimais beaucoup chanter. Après, j'aurais jamais cru que j'allais en faire une carrière, je savais même pas comment arriver là, mais je savais que j'aimais ça. Et même à l'école, quand on faisait des performances, etc., c'était quelque chose que j'aimais bien, même si j'étais très 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 timide. Et voilà, après, je pense qu'il y a eu juste un moment où je me suis connectée à moi-même, et même c'est là où j'ai mis de côté la timidité. Je sais pas, je me connecte à quelque chose qui est en moi, et je pense que par rapport à l'écriture, j'ai eu des bons profs qui m'ont quand même marquée. Au lycée, j'avais eu un prof qui m'avait vachement poussée dans l'écriture, donc je savais que j'avais une facilité pour ça, et oui, je l'ai fait en observant vraiment, en fait, au final. J'ai pris ce que j'avais, des bases que j'avais, je les ai développées en observant comment ça se faisait. Le processus musical, j'ai appris sur le tas, comment ça marche les prods et tout. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, il y a plein de personnes qui commencent en cherchant des prods déjà sur YouTube et en chantant dessus. Et je me suis fait la remarque il y a pas longtemps, je me suis dit, mais j'ai jamais pensé à ça. Pour moi, il fallait que je fasse de A à Z. Ouais, c'est ça. Donc, je me compliquais la vie, mais au final, c'est ce qui m'a permis de comprendre tout ça, et de très vite m'y mettre. Donc voilà, je me dis, j'ai un ordi, je vais mettre un logiciel, je vais commencer à créer, et tout arrive un peu de manière innée, mais en même temps, j'apprends aussi beaucoup des autres.
Donc, Et donc, tu as commencé à sortir ta musique, ta production peu à peu. Et en fait, c'est comme ça que voilà, tu dis, là, t'es quand même dans une carrière musicale. Donc voilà, ça s'est fait par petites étapes, j'imagine. Voilà, comment ça se passe en fait. Alors, pour la musique, donc j'écrivais des textes. Puis un jour, j'ai mis une mélodie sur un texte. Ok. Donc je me dis, ça c'est une chanson, je pars à New York. On avait rencontré des jeunes artistes qui traînaient tout le temps dans un studio. Donc c'était un homme un peu âgé et ils l'appelaient tous un peu grand-père, quoi. Okay. Et donc il prenait en charge plusieurs jeunes. En fait, il leur avait fait un espace où ils pouvaient... de studio. Studio, photo, musique, etc. Et en gros, c'était pour qu'ils ne restent pas trop dans la rue et qu'ils investissent dans leur art et tout. Et donc, on a commencé à aller là-bas. Et chercher une chanteuse, et puis ma sœur dit ah, mais elle chante et tout. Et moi, je n'assumais pas encore. Et puis là, je chante pour la première fois le truc. Et je dis ah, mais c'est trop bien et tout. Et donc, je pense que vraiment, New York, ça a été un truc... parce que j'ai vu que c'était possible, que c'était des jeunes qui le faisaient, que voilà, à New York, il y a vraiment de la créativité partout, que ce soit dans la rue, etc. Donc ça a été une première une étape. Quand je suis revenue, je faisais des événements donc, avec d'autres jeunes. Et là, j'avais une amie qui, elle, avait un peu le même profil que moi. Au début, on a commencé sur Audacity. Voilà, sur Audacity. En gros, on faisait des instrus avec notre voix. Okay. Donc à base de notre voix. Et j'avais aussi des amis qui étaient musiciens, donc qui ont appris ça à l'église, etc. Et donc j'ai commencé à faire de la musique avec eux. Voilà, ils faisaient des rythmes, on faisait un peu de freestyle, etc., etc. Et donc dans mes événements, j'ai incorporé des jam sessions. Donc voilà, c'est vraiment comme ça, avec mes amis, à commencer à chanter et tout. Donc j'avais commencé à faire quelques prods, à enregistrer un peu ma voix. Et j'enregistrais aussi sur mon téléphone, GarageBand, avec mes écouteurs, etc. Donc j'ai fait quelques chansons, mais je les sortais pas. Je n'osais pas encore les sortir parce que pour moi c'était pas encore ça. Donc voilà, ça c'est le petit côté un peu autodidacte et tout. Ensuite j'ai rencontré donc un groupe qui est un peu underground à Paris, qui fait de la musique, DJ, production et tout. J'ai fait un duo avec l'un d'eux, donc on faisait pas mal de petits concerts, etc. Là, j'ai exploré plusieurs choses. Et ce qui m'a vraiment professionnalisée, c'est quand j'ai rejoint le groupe Les Amazones d'Afrique, qui est un groupe collectif plutôt, de chanteuses africaines qui portaient leur voix pour les droits des femmes. Et donc, de base, moi, j'arrive, on me dit, passe en studio. En fait, elles faisaient une chanson pour leur deuxième album où il y avait plusieurs femmes qui faisaient un petit couplet, une petite phrase, etc. Et au final, la productrice aime beaucoup ce que je fais. Et donc, elle me demande d'écrire sur d'autres choses et tout. Donc, en 3 jours, on fait... je fais plein de trucs. Mais pour moi, c'était vraiment... allez, je suis là, j'expérimente et je chante et let's go, en fait. Et au final, elle me demande si je voulais bien faire partie du groupe, tourner avec elle. Donc, moi, je me retrouve à commencer à tourner dans le monde entier. Et donc, je crois que mon 3e concert, c'était le festival Mawazine au Maroc. On fait des assez grosses salles, des gros festivals, etc. Et donc, en fait, j'apprends sur le tas déjà à maîtriser ma voix en live parce que j'étais avec des chanteuses qui faisaient ça depuis des années, qui ont été choristes et qui ont été aussi chanteuses lead, donc qui connaissaient extrêmement bien leur voix et tout. Donc ça aussi, voilà, j'apprends d'elles aussi. Pendant 1 an et demi, on tourne. Jusqu'au Covid. À ce moment-là, je pense que j'avais engrangé pas mal de choses. Avec la productrice aussi, on avait commencé à faire des résidences pour travailler sur mes projets solo et tout. Donc voilà, arrive le Covid.
Et là, ça me force à me concentrer sur ma propre musique. Mais c'est vrai que pendant toute cette période, en plus, j'avais voyagé, j'allais souvent aussi à Londres où je faisais de la musique avec d'autres personnes et tout. Donc là, je commençais à accéder à tout ce qui est studio et tout. Et c'est vrai que les Amazones, oui, ça me permet de voir en fait la production d'un projet de A à Z et tous les acteurs qui sont dedans. Donc ça, c'est très très important et c'est un gros tournant au final dans ma carrière. Et donc ensuite, je produis mon album, mon premier EP solo. Et donc, qui n'est pas parfait, mais au final, ça me permet de voir ce que je suis capable de faire. Et donc, je fais quelques scènes avec ça. Et ensuite, j'arrête pendant un moment parce que c'est très dur de faire ça, surtout quand on est seul. Et là, je me suis dit, si je veux reprendre... faut que je reprenne... j'avais une autre idée de comment je concevais ma musique aussi. Et aussi, je pense, plus de recul aussi sur comment faire de la musique, qui je peux intégrer dans ce processus et tout. Et donc, j'ai eu une bourse de la marque Converse pour faire mon projet musical et aussi mon documentaire. Donc, voilà, c'est reparti. Il n'y a pas de société où il n'y a pas de distraction. La distraction va avec l'enjaillissement d'une communauté. Et la musique fait partie de ces éléments qui rendent fiers, je crois, le Guinéen. Ils chantent, c'est pour le peuple. Et voilà, justement, je voudrais bien qu'on parle de ce projet de documentaire parce que on le sent, tu es très attaché à la Guinée, à tes origines, et ce projet te permet d'allier la musique avec la Guinée parce que tu présentes non seulement la scène guinéenne, mais j'ai l'impression aussi la culture musicale guinéenne. Oui, alors j'avais déjà l'intention de faire ce documentaire et de base c'était vraiment sur la culture rap parce qu'il y a eu depuis 2020 il y a eu une renaissance du rap en Guinée et je trouvais que c'était très intéressant et que ça montrait aussi beaucoup de choses sur cette jeunesse en Guinée. Donc voilà, je voulais mettre ça en avant. Et c'est vrai que ce voyage-là m'a permis de rencontrer pas mal d'acteurs culturels là-bas. Et en fait, oui, plein de personnes. Ce patrimoine musical, d'en savoir plus, parce que je m'étais déjà renseignée sur la musique guinéenne, sur le fait qu'il y a eu des années de gloire de la musique guinéenne, etc. Donc, et j'avais fait un article avant de partir en Guinée pour le média Pan-African Music où j'avais mis en avant 5 artistes guinéens et tout. Donc voilà, je suis partie dans cette optique-là et puis là j'ai découvert autre chose. Donc je suis repartie en Guinée en mai 2023 dans l'optique vraiment de tourner ce documentaire et de créer des archives. Et là, on est resté 15 jours, mais en 15 jours, on a tellement interviewé de personnes et du coup, on a tellement d'archives qui ont été créées. Et en fait, on a donc à la fois des jeunes qui font du rap, qui font du dancehall, qui font de la musique traditionnelle aussi, et qui font un style qui s'appelle le Farenyari, qui est vraiment l'ADN sound system à Conakry et tout, très très intéressant. Donc on a suivi ces personnes-là, on leur a parlé, etc. Ils nous ont emmenés dans leur quotidien et tout. Et aussi, j'ai découvert en fait tous les acteurs du rap old school. Et ça, c'était très intéressant parce que si tu veux, en Guinée, il y a eu les indépendances, donc il y a eu l'indépendance en 1958, c'est le premier pays d'Afrique francophone, enfin subsaharienne, à avoir pris l'indépendance. Et donc, en gros, la Guinée était communiste. Et donc le premier président a vachement investi dans la culture. Okay. Donc, les musiciens étaient considérés comme des fonctionnaires de l'État. L'État était producteur, donc il leur donnait accès à tous les instruments de musique. Tous les ans, ils avaient des nouveaux instruments de musique. Ils avaient accès à des studios, ils enregistraient. Et puis, en fait, il y avait des orchestres nationaux. Okay. Et chaque orchestre avait son lieu. C'était sanctuarisé et il y avait un investissement pour ça. C'est ça, il y avait un investissement. Il y avait des concours dans le pays entier pour prendre les meilleurs musiciens. Et du coup, en termes de connaissance
de la musique, c'était incroyable aussi. Il y a eu aussi tout un effort pour aller... donc en gros, tous ces musiciens, parce qu'il y avait déjà les ballets africains qui étaient avant, en Guinée, qui reprenaient tout le folklore. Et en gros, le président a demandé à ces ballets africains d'aller dans toutes les régions de la Guinée pour prendre vraiment tout le folklore et l'incorporer encore plus dans les spectacles et tout, et faire vraiment de la musique guinéenne. Et donc, même si, du coup, à ce moment-là, la Guinée était enclavée, bizarrement, c'était là où la musique guinéenne a le plus voyagé. Et donc ensuite, le président est décédé. Deux choses, mais voilà. Et donc là, on passe à un état libéral. Donc les musiciens perdent leur statut. Et donc, du jour au lendemain, en fait, la musique... est laissé à l'abandon. Et donc on arrive dans une économie libérale où les musiciens doivent se débrouiller par eux-mêmes. Donc c'est dur, mais en même temps, donc, ça fait émerger d'autres styles musicaux. Donc le rap, toutes les musiques dites urbaines. Puis les jeunes, ils commencent à avoir accès à d'autres choses. Parce qu'aussi avant, il n'y avait qu'une chaîne nationale. Donc là, du coup... on a accès à plus de canaux et tout. Et donc c'est à cette époque-là où d'un côté il y a la musique qui est plus ancrée dans la musique traditionnelle, des Sekouba Bambino, Mori Kanté. Enfin, on a quand même aussi des grosses voix aussi qui arrivent. Et de l'autre côté, t'as des personnes qui vraiment sont... parce qu'il y a aussi comment on appelle ça, une précarité qui s'installe aussi. Et donc on a des musiques qui émergent de la rue aussi. Alors qu'avant c'était très institutionnel, c'était très c'était quand même une bourgeoisie les artistes. Donc là on arrive à autre chose. Et donc voilà, moi j'ai eu la chance de rencontrer en fait aussi des personnes qui étaient dans l'époque des orchestres nationaux, des personnes qui étaient à cette époque du rap. C'était hyper intéressant en fait de voir, et aussi de voir le changement de contexte et comment la politique aussi a influé sur la musique, et en même temps de voir ces jeunes. Avant, il y avait une transmission de génération en génération, et là, avec les nouveaux jeunes qui font du rap aujourd'hui, tu vois qu'ils sont plus influencés par leur père grâce à Internet, tout ce qui est mouvement drill, etc. Enfin, du coup, ils sont plus influencés par ça que par leurs aînés, en fait. Dans ce voyage musical pour toi, t'es aussi devenue une sorte d'historienne de la musique guinéenne. Enfin, il y a un truc où... et aussi de faire ces liens avec les différents acteurs culturels. Donc, c'était On a un potentiel fou dans ce secteur de la culture qui peine à se formaliser, à se professionnaliser. Aujourd'hui, on a de grands artistes guinéens qui ont du mal, quand je dis grands artistes, en tout cas à l'échelle nationale, qui marchent bien, qui ont du mal à comprendre c'est quoi un manager, c'est quoi un producteur, c'est quoi lui son rôle en tant qu'artiste dans toute cette chaîne de valeur. Donc pour nous, c'était important que des jeunes là, ils puissent l'inculquer et qu'ils connaissent, et comprendre ça. On a pas mal de talents, des jeunes qui ont un talent qui est là, mais qui, au bout de quelques années, sont perdus dans la masse, dans leur carrière, ou n'arrivent pas à sortir de la Guinée. Ou même quand ils sortent de la Guinée, ça reste au niveau de la communauté. Et moi, je pense que si un artiste n'a pas les moyens de circuler, ça tue son art, sa créativité, en tout cas. L'artiste doit bouger, l'artiste doit circuler, ça c'est connu partout dans le monde. Donc c'est Bilia qui est directeur des studios Kira et qui dit si un artiste n'a pas les moyens de circuler, ça tue sa créativité. Et c'est marrant parce qu'au début tu parlais de tes voyages, New York, etc. Et en fait, je sais pas si toi tu adhères à cette phrase, mais j'ai l'impression que ton parcours en tout cas adhère à la phrase. Moi je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs on l'a vu les années d'avant, les gens voyageaient en fait. Et on voit qu'aujourd'hui, déjà la vision du monde elle est différente parce qu'il y a un mythe de l'Occident pour les jeunes, parce qu'au final c'est des personnes qui sont enfermées quoi. On dit t'es là et tu peux pas aller dans
tu peux pas aller à l'aventure en tant que jeune ou aller découvrir autre chose. Voilà, là on se rend compte du coup du privilège du passeport français. Enfin là ça commence à changer, donc on commence à voir des promoteurs ici qui commencent à inviter certains jeunes. Donc ça c'est bien, ça va dans le bon sens. Mais c'est dommage que déjà de base il n'y ait pas assez de structure là-bas pour pouvoir aussi emmener ces jeunes à avoir une ouverture sur le monde. Faire ces ponts-là c'est ça. Avec d'autres pays, ouais. C'est ça, parce qu'au final, il y a un manque cruel d'opportunités. Et le domaine de la musique reflète tous les milieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune en Guinée, il n'y a pas de travail. Il n'y a vraiment pas de travail. Il y en a qui font des études et se retrouvent à faire moto-taxi et tout. En fait, il y a un moment, tu rêves plus. Et quand tu rêves plus, ça tue ta créativité. Dans ce qu'il faudrait mener comme action, en fait, c'est faire ces ponts-là, avoir plus de structure, donc c'est lié à l'économie, enfin il y a tout est lié quoi, et t'as parlé de politique, voilà, c'est aussi lié, donc je trouve que ce que fait Bilia est vraiment bien, c'est un des acteurs qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, plusieurs interviews ont été faites dans les studios Kira, et ce genre d'initiative qui est très très importante, parce que à la fois il donne un espace à ces jeunes, mais il crée aussi des workshops, des formations pour les professionnaliser, parce que la musique en Guinée, elle existe, il y a une industrie, mais elle est toujours informelle et elle se fait par des passionnés, etc. Donc les gens n'arrivent pas forcément à vivre de ça, et donc voilà, c'est un peu laissé à l'abandon par certaines institutions, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des acteurs de la culture comme Bilia qui vont chercher des fonds ailleurs et qui peuvent créer ce genre d'initiative. Écoute, avant de conclure, je voulais aborder un thème qui est pas directement lié à la musique, mais c'est très lié à... C'était ton rapport à la mode, ou le rapport que tu imagines entre la mode et l'art, parce que je sais que c'est important pour toi. La mode, ça a été... je sais pas si je dirais la mode ou le style, on va dire, parce que la mode, c'est quand même ancré dans un mouvement particulier. Mais moi, en tout cas, j'ai eu un rapport à mes vêtements, à mon style, qui raconte aussi mon histoire et mon évolution, et ma pensée, qui reflète ma pensée. Donc ça a commencé à l'adolescence. Ça a commencé par mes cheveux. En grandissant, nous, on faisait tout le temps des tresses et tout, mais il y a eu un moment où on a voulu se défriser les cheveux. Donc je sais pas si... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, c'est le fait de toi aussi vouloir avoir les cheveux lisses et de pouvoir avoir les cheveux au vent. Parce qu'au final, c'est la norme qu'on a autour de nous, et puis on se dit, voilà, moi aussi je veux avoir les cheveux lisses et tout. Et en fait, le défrisage, c'est très mauvais pour la santé, ça a des risques et tout. Et ça casse aussi le cheveu. En fait, j'arrive à l'adolescence et au final, moi, j'aimais bien l'afro et tout, mais je ne savais même pas. En fait, je ne savais pas que ça changeait ta texture, je ne savais pas quelle était ma texture. Enfin, vraiment, je n'avais aucune connaissance de mes cheveux. Et il a fallu que ma sœur, elle est partie faire ses études au Canada. Elle a découvert tout le mouvement nappy. C'est tout le mouvement cheveux naturels, etc. Voilà, elle apprend beaucoup de choses dessus et elle me le dit. Et donc elle me dit, en fait, nos cheveux, la texture a été changée à cause des produits qu'on mettait dedans. Et du coup, pour retrouver ses cheveux naturels, en fait, il faut couper. Et donc, je crois que j'étais en première, seconde ou première, où j'ai coupé tous mes cheveux défrisés et j'ai laissé mon afro. Déjà, c'est une première... Je me dis, ok, première étape où je me sens plus en phase avec moi-même, et ça arrive au moment où je comprends plein d'autres concepts. Mon style aussi commence à changer, parce que j'étais en recherche de... mes racines et tout. Donc, je commence à aller chercher tous les petits trucs africains que je peux trouver chez moi. Okay. Parfois, ça n'avait aucun sens, mais on commence à mettre des choses. Et puis, j'apprends l'existence d'Erykah Badu, alors je commence à mettre des foulards. Mais après, je fais un mix, en fait, de plein de choses. Je vais mettre des bijoux, des trucs et tout. Et quand je regarde, même dans mon maquillage et tout, je me dis, c'était... beaucoup, genre it was a lot, mais
voilà, c'était ce qui se passait en moi, en fait, au final. Oui, c'était un bouillonnement, enfin, t'avais besoin de tout, ouais. C'est ça. Et ensuite, après, j'ai fait donc des études, l'équivalent de African Studies, c'est-à-dire c'était littérature, enfin LLCE, R, mais c'était donc sur le Peul. Ok. Donc ça fait qu'on avait des cours aussi sur l'Afrique de l'Ouest en général, que c'était avec de la communication interculturelle. À ce moment-là, j'ai accès à déjà des ouvrages, même un peu avant, j'avais commencé à lire des chercheurs, historiens africains, donc déjà là j'ai accès à plus d'études scientifiques et à plus de même des contes africains de mon ethnie Peul aussi, avec Amadou Hampâté-Bâ. Là mon imaginaire aussi change parce que en fait je comprends certaines choses. Quand j'étais à l'école et que on lisait des livres sur le Moyen-Âge où on parlait de chevaliers, de choses comme ça, moi, je n'arrivais pas à le visualiser. Et en fait, quand je lisais ces livres, du coup, historiques, ou même des contes et tout, je visualisais tout. Ouais. Et du coup, là, déjà, ça shift un truc, tu vois. Ouais. Et après, ces cours-là aussi, ils me permettent d'avoir une approche plus scientifique de ces questions-là. Donc je commence à comprendre même aussi des choses sur moi, sur des choses que je pensais, ça fait partie de mon caractère et tout, mais en fait qui sont culturelles, tu vois. Et donc je comprends plein de choses. Donc là, mon style, il est un peu moins mélangé. Et donc voilà, là c'est un peu plus équilibré et tout. Et là, ces dernières années, je pense que j'ai aussi eu une paix intérieure. Je suis arrivée à une étape où je me suis retrouvée, je suis moi, je sais qui je suis. Et donc là, j'incorpore des bijoux africains, des tissus africains, mais je mélange ça avec des habits européens, mais c'est beaucoup plus... comment je pourrais dire ça ? En fait, c'est un style, c'est-à-dire que tu t'as trouvé une manière d'exprimer différentes parts de toi et que tout ça fasse sens et que ça crée un style, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'avant, c'était un patchwork de plein de choses. Ouais. Mais là, aujourd'hui, c'est moi. Écoute... On aime bien terminer nos épisodes en revenant sur le titre du podcast, Qui fait la culture ? Et voilà, je voulais savoir ce que ça t'inspire et qui fait la culture selon toi ? Alors, qui fait la culture ? Non, moi, mon premier truc, ce serait de dire qu'on crée tous la culture ensemble. Après, on a des rôles différents dedans. Je dirais que déjà on vit tous la culture et en la vivant on la met en mouvement et ça permet de la faire avancer. Je dirais que en tant qu'artiste on est observateur et on capture la culture et on en fait des objets de transmission. Ok, d'accord. Et je dirais qu'il y a un autre acteur aussi qui influence la culture. Et pour moi, ça ce serait tout ce qui est institutions, médias, qui, en fait, choisissent les voix qui doivent être portées plus haut, qui choisissent les pans de la culture qui sont plus légitimes ou pas. Et c'est là où la culture, elle devient politique. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Qui fait la culture, un podcast imaginé et réalisé par Constance Perruchot et Léa Morgan.